Vous écoutez Radio Air Libre, 87.7 sur la fréquence modulée dans la région de Bruxelles-Capitale. Face aux béni-oui-oui, aux gagnants et à ceux qui, lors de leur accession au pontificat, s'autoproclament bien dits, les maudits voudraient redonner la parole et la vie aux opprimés, aux persécutés, aux oubliés, mais aussi aux marginaux, aux mécréants et, enfin, surtout, aux révoltés dans l'histoire. Comprendre le monde d'aujourd'hui et construire la société de demain au départ de l'analyse des luttes du passé et de l'intelligence d'œuvres littéraires et philosophiques, telles sont les voies empruntées dans cette série d'émissions pour participer à l'émancipation du genre humain. J'ai le plaisir de recevoir ce soir Marc Loukist. Marc Loukist est professeur de littérature, de philosophie. Il enseigne également l'histoire du théâtre à l'Institut des Arts et Diffusion à Louvain-la-Neuve. Il est adaptateur de pièces de théâtre et il mène en ce moment des recherches sur l'écrivain Karl Joris Huysmans. C'est en tant qu'adaptateur de pièces de théâtre que je l'ai invité ce soir et je lui ai proposé, il a bien voulu accepter d'ailleurs mon invitation sur ce thème-là, je lui ai demandé de venir parler de son travail mené il y a maintenant 5 ans, enfin plus de 5 ans, mais réalisé en tout cas il y a 5 ans, pour une pièce de théâtre au théâtre de la Place des Martyrs à Bruxelles. Il s'agit d'une adaptation d'une œuvre célèbre, très connue, à savoir Les liaisons dangereuses de Chodorlo de Laclos. Alors, bonjour Marc. Bonjour. Et je voudrais tout d'abord, dans un premier temps, que tu reprennes peut-être, à l'intention des auditeurs qui soit n'auraient pas lu l'œuvre, soit l'auraient lu il y a bien longtemps, rappeler la trame de la correspondance des liaisons dangereuses, donc de cette correspondance entre c'est la marquise, le vicomte de Valmont et la marquise de Merteuil. Merteuil, voilà. Et bien entendu, replacer un petit peu les personnages dans leur contexte de la pièce pour que nous puissions alors vraiment débuter cette émission en parlant de la jeunesse du projet et la manière dont tu as pu la mener à terme. Donc dans un premier temps, reprendre les grandes, la trame de la correspondance. Je veux d'abord rectifier une petite chose que tu as dite à propos de Huysmans, c'est Joris Karl. Et qu'est-ce que j'ai dit ? Karl Joris. Alors, je voudrais saluer ici ce compagnon dont on a parlé il y a longtemps déjà à cette même radio. Peut-être t'en souviens-t-il. Oui. Mais revenons aux liaisons. Oui, donc parler de la trame de l'histoire, des personnages. Mais d'abord situer l'œuvre, c'est un roman donc du XVIIIe siècle. Il paraît en 1782. C'est un roman de Chodorlo de Laclos, comme tu l'as dit. C'est un roman épistolaire, c'est-à-dire c'est un roman sous forme de lettres, qui a eu cette particularité d'avoir été présenté à l'origine, pour diverses raisons sur lesquelles on reviendra peut-être, comme une sorte de texte véritable, c'est-à-dire comme un ensemble de lettres qui auraient véritablement été écrites par les différents protagonistes, qui auraient donc été des personnages réels. Et donc au départ, ça paraît comme si c'était une vraie correspondance entre toute une série de personnages dont les principaux sont le vicomte de Valmont, la marquise de Merteuil, mais également la présidente de Tourvel, une jeune fille, Cécile de Volanges, et un jeune homme très amoureux de Cécile d'ailleurs, qui est le chevalier d'Ancenis. Il y a encore d'autres personnages, notamment la mère de Cécile, Madame de Volanges, qui est une personne assez importante dans l'ensemble des correspondances. Donc il s'agit d'un ensemble de lettres
présenté au départ comme une anthologie de lettres ayant vraiment été écrites dans le cadre d'une histoire amoureuse, mais répréhensible, d'où le titre aussi. C'est une liaison dangereuse, c'est une liaison dont on ne dira jamais assez qu'il faut se méfier, qu'elle va contre les normes de la bonne société, de la morale, et principalement de la morale religieuse, évidemment. Donc il y a cet aspect-là, et rapidement, on va tout de même se rendre compte qu'il s'agit d'une œuvre de fiction, et que Laclos a été dans le raffinement d'un genre qui était très à la mode à l'époque, qui est d'écrire un roman où l'on ne raconte pas l'histoire à la première ou à la troisième personne dans une narration traditionnelle, mais où on utilise le subterfuge de la correspondance, des lettres. Donc ce roman n'est composé, je dirais, que de lettres, mais qui sont évidemment des lettres inventées par Laclos. Le génie de Laclos étant de donner à chacun de ces personnages des caractéristiques. Ça, on peut dire que c'est le cas de tout bon romancier, mais aussi en l'occurrence de lui donner un style d'écriture. Puisqu'on perçoit ces personnages à travers leurs lettres, Laclos écrit avec un style différencié et oui. Notamment le style de la petite Cécile de Volanges qui est un style façon de parler, justement parce qu'elle écrit assez mal, avec des fautes de français, même des tournures grammaticales assez hérétiques. Madame de Merteuil qui est une styliste extraordinaire. Enfin, chacun écrit à sa manière, et ce qui nous fait comprendre d'ailleurs que le canular de la correspondance véridique a pu marcher parce que effectivement on a l'impression que ce sont des personnages différents qui ont écrit ces différentes lettres, et c'est ça la force de Laclos, c'est de parvenir au fond à habiter chaque personnage et à trouver le style qui lui convient. Oui, il convient peut-être de rappeler que ce procédé de correspondance fictive présentée comme vraie était quand même assez fréquent, parce que moi je me souviens qu'au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, il y avait souvent des publications de pseudo-correspondances vraies, quoi, alors qu'en fait c'était un procédé parfois pour faire passer des messages politiques, ou même chez les libertins au XVIIe siècle, de faire passer toute une série de choses, puisque l'auteur n'était pas l'auteur, c'était publié même souvent de manière tout à fait anonyme. Et derrière cela, ça permettait de faire passer beaucoup de choses. Je pense aussi à tous ces ouvrages du XVIIe et du XVIIIe siècle qui s'appellent Histoire vraie de. Et quand il est indiqué, quand il y a l'épithète vrai, on peut être sûr que c'est faux. Donc, voilà, c'est une manière un petit peu déguisée de faire passer les choses. Il y a peut-être une chose que tu n'as pas dite, et d'ailleurs c'est peut-être de mon fait, il fallait peut-être poser la question, mais tu n'as pas dit de quand date l'œuvre. Donc si, je crois que j'ai mentionné la publication en 1782. Donc c'est 7 ans avant la Révolution. On est encore dans ce qu'on appelle, entre guillemets, l'Ancien Régime. Oui. Et Laclos est un officier de voilà, c'est peut-être utile de resituer le personnage. De parler du personnage, voilà. On va en dire quelques mots. C'est un personnage qui naît dans le nord de la France, oui. À Amiens. Ensuite, il va faire une carrière militaire, mais il va, au fond, commencer sa carrière trop tard pour un officier qui veut en découdre avec l'ennemi, parce que, au fond, sa carrière commence véritablement après le traité de Paris de 1763, c'est-à-dire cette paix forcée entre la France et l'Angleterre, où la France, d'ailleurs, perd un certain nombre de territoires coloniaux, enfin bref, on va pas faire ici un séminaire sur les traités du XVIIIe siècle, mais c'est pour dire que on parle souvent de génération perdue un siècle plus tard pour ceux qui viennent après l'Empire, après Napoléon, toute cette génération perdue des romantiques, ouais. Qui rêvent de gloire passée. Ouais. Et au fond, mutatis mutandis, Laclos fait un peu partie de cette génération qui tout à coup se rend compte qu'ils ne pourront plus s'illustrer sur les champs de bataille.
en quoi il se trompe, parce que l'histoire justement va le rattraper. D'abord parce qu'il y a l'alliance entre le royaume de France et les insurgés américains. Et donc là, ça va un peu, ça va pas, disons, lui donner des aventures militaires, mais ça va lui permettre de voyager le long de l'Atlantique, de s'occuper des fortifications en prévision d'une invasion anglaise qui ne viendra jamais d'ailleurs, mais il se trouve alors en garnison, il s'ennuie peut-être un peu, on ne sait pas, c'est à ce moment-là qu'il écrit Les Liaisons dangereuses. Par contre, quand je disais que l'histoire va le rattraper, c'est que il va participer aux guerres de la Révolution, il va s'engager dans un parti modéré. Ce sera un orléaniste, ce sera un modéré. Il va d'ailleurs se retrouver en prison plusieurs fois, puis finalement il va soutenir Bonaparte au 18 Brumaire, et il va mourir en 1803 lors de la campagne d'Italie. Et donc sa carrière, là on parle un peu de sa biographie, on parlera éventuellement du rapport avec l'œuvre tout à l'heure, mais sa biographie est celle d'un officier assez brillant, qui manifestement n'est pas tout à fait à son aise dans le traditionnalisme de la monarchie absolue, qui ne sera pas tout à fait à son aise non plus dans les courants révolutionnaires les plus radicaux, donc il va essayer de trouver une sorte de juste milieu. Ce sera son attitude au niveau politique. Il va risquer en même temps sa vie parce qu'il n'est pas toujours là au bon moment, je veux dire, pour défendre tel ou tel type d'idée. Enfin, c'est les périodes très troubles du début de la Première République. Donc il y a tout ce personnage à la fois officier, adhérent aux idées nouvelles, sans excès, se méfiant toujours tout de même des excès. Toujours dans un rapport aussi entre politique et morale. C'est important parce que ça se retrouve au moins quand on lit entre les lignes dans Les Liaisons dangereuses. Maintenant, quant à son œuvre, il faut tout de même dire une chose qui est assez connue, mais qu'il est bon de rappeler, c'est qu'il n'a écrit qu'un seul roman. Il n'a écrit qu'une œuvre essentielle, c'est Les Liaisons dangereuses, qui est un roman fulgurant, qui va marquer l'histoire de la littérature, mais Laclos est vraiment l'homme d'une seule œuvre. C'est un officier, c'est un homme engagé dans son temps, mais il écrit une œuvre magnifique, mais une seule, en tant qu'œuvre importante. À côté de ça, il écrit quelques poèmes, il écrit un manuel pour l'éducation des jeunes filles, il écrit aussi quelques textes militaires, notamment, c'est un artilleur, donc il s'intéresse beaucoup aux techniques, à l'aspect technique de l'art de la guerre. Il écrit aussi des textes, par exemple, pour donner des numéros aux maisons des rues de Paris, enfin des choses très, très pragmatiques. Donc son œuvre est un peu étrange, parce que quand on a ses œuvres complètes, et la Pléiade a publié ses œuvres complètes, c'est très curieux, parce qu'il y a un roman qui est un des tout grands romans dans l'histoire de la littérature, il y a à côté de ça des textes mineurs, mais intéressants à étudier, parce que il y a sa correspondance, il y a quelques textes politiques, voilà, donc il y a ce manuel d'éducation pour jeunes filles, donc, mais aucune œuvre vraiment importante. D'ailleurs, ce sont des œuvres qu'on lit pratiquement plus, sauf les spécialistes qui veulent approcher le personnage de manière exhaustive, mais sinon on ne connaît que son roman Les Liaisons dangereuses, et il n'a écrit aucune autre œuvre de fiction. C'est très étonnant. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire sur le travail que tu as mené et qui a conduit donc à la représentation des liaisons à Bruxelles, au théâtre de la Place des Martyrs, je voudrais qu'on précise un petit peu le contexte maintenant. Tu as parlé de la biographie du personnage. Juste avant, tu as repris la trame très rapidement de la correspondance. Tu as surtout évoqué les personnages. Mais quelle place maintenant Laclos donne-t-il au rapport entre hommes et femmes? Ça va être le sujet évidemment un des sujets de notre entretien, mais
Quand on le compare à deux autres grands écrivains qui se sont intéressés aussi à ce type de rapport au XVIIIe siècle, est-ce que tu pourrais un petit peu situer Laclos par rapport à Marivaux, par rapport à Beaumarchais? Beaumarchais, c'est sa génération, puisqu'il publie dans les années 1780 son œuvre aussi, parce que les rapports entre hommes et femmes chez Marivaux, d'une part, et d'autre part Beaumarchais, où se situe-t-il par rapport à ça? Oui, c'est sûr que quand tu me disais deux écrivains, je pensais que tu allais dire Rousseau et Sade, et je préparais déjà... mais j'aurais pu, effectivement, mais tout à fait. Mais si tu préfères que l'on parle de ce sujet-là, il n'y a pas de problème. Mais c'est parce que je pensais, cette relation... L'aspect théâtral aussi. Voilà. Et puis Marivaux, voilà. Bien sûr, et puis je pense, Beaumarchais, parce que quand même, ça précède... C'est la décennie qui précède la Révolution française. Tout à fait, et puis les rapports hommes-femmes, là aussi... donc, comment il se situe par rapport à cette vision des rapports hommes-femmes Je crois que ces auteurs, ces trois auteurs dont tu parles, et les deux autres dont on parlera aussi Rousseau éventuellement, Rousseau et Sade. Et je pense à Sade parce qu'ils sont nés quasiment la même année. Enfin, Sade est né en 1740, si je ne me trompe, et lui en 41. Donc, ce sont vraiment des contemporains. Avec aussi cette ambiguïté par rapport à la Révolution française. Il y a plein de choses qui les rassemblent. Le thème du libertinage, évidemment. Voilà. Mais pour revenir à le rapport que tu mettais en avant avec Beaumarchais et Marivaux, je pense que ce sont tous les trois des auteurs très critiques, évidemment, sur les normes de l'époque qui reposent sur une tradition très ancienne, et qu'ils sont tous les trois témoins non seulement des changements, des mutations, mais surtout des fissures qu'il y a entre ces différentes catégories que sont les castes et les sexes. Tous les trois, chacun à leur manière évidemment, mais on sait très bien que chez Marivaux et chez Beaumarchais, notamment par le travestissement, il y a une remise en cause des castes et des sexes. Ça se retrouve d'une certaine manière dans l'œuvre de Laclos, sauf que c'est pas une œuvre théâtrale. C'est paradoxal de dire ça, puisque j'en ai fait l'adaptation théâtrale et on en reparlera. Évidemment, chez Beaumarchais et chez Marivaux, dont l'œuvre est essentiellement théâtrale, même chez Marivaux, il y a une œuvre romanesque aussi qui est tout à fait intéressante, mais l'œuvre théâtrale joue sur la mascarade, sur le masque, sur le travestissement, qui remet en cause d'ailleurs et où les castes et les sexes. Et c'est pour ça que je t'ai posé la question, parce que ça m'est venu à l'esprit. Tout à fait, oui. Et on peut dire que nous travaillons vraiment ici en direct, parce que nous n'avions pas prévu du tout une conversation sur ce sujet-là. Donc voilà, mais c'est ça, c'est d'autant plus intéressant. Oui. Et là, il faudrait faire une comparaison avec Laclos, en disant peut-être que chez Laclos, il y a un mode qui est quand même plus celui du tragique. En tout cas, dans les liaisons dangereuses, il y a une basse continue qui est le mode tragique. Je pense qu'on est dans l'équivalent d'une tragédie, même s'il y a des moments d'humour, et notamment dans l'adaptation, j'ai tenu à ce qu'il s'y trouve. On les écarte un peu trop souvent parce qu'ils ne sont pas évidemment dans la machinerie romanesque essentielle. Alors que chez Marivaux et chez Beaumarchais, bien sûr, le travestissement, l'humour, le phénomène comique est essentiel pour la machinerie théâtrale. Donc, alors, ça c'est la différence. Ouais. C'est que je pense que s'il y a un jeu de masques à travers la correspondance et un jeu de miroir aussi, chez Laclos, il est plus sous le mode tragique que sous le mode comique, même s'il y a des éléments comiques. Ça, c'est une chose. Et si je parlais de Rousseau et de Sade, c'est parce que ce sont des romans, là. Là, on est dans les romans, on est aussi, je pense à eux évidemment d'un point de vue plutôt presque même philosophique, c'est-à-dire sur une conception du monde. D'abord pour dire que Laclos fait partie de toute une génération qui va évidemment être extrêmement influencée
par Rousseau, et notamment son manuel d'éducation pour les jeunes filles. Là, on quitte un peu le roman, mais j'ai parlé de ce traité qu'il a écrit, est inspiré par les idées rousseauistes. Hein. Et alors, l'Émile ou la nouvelle Héloïse et Julie, l'a pas, parce que ce sont quand même des traités sur l'éducation aussi, Émile. C'est présent dans le roman, oui. Mais c'est là où il y a une caractéristique de Laclos et où il y a le génie du roman Liaison dangereuse, c'est que ces tonalités se retrouvent à travers certains personnages, mais pas à travers tous les personnages, évidemment. Par exemple, Danceny est un personnage qui est un rousseauiste peut-être caricatural, hein, parce que Rousseau, c'est d'une grande complexité. On sait que c'est quand même un philosophe de tout premier plan, qui a toute la dimension de philosophie politique chez lui qui est fondamentale quand on étudie les grands mouvements de cette époque, les grands mouvements politiques de cette époque. Mais il y a aussi cet aspect qui va donner au fond naissance à une littérature qu'on qualifiait avant de pré-romantique, ce qui est un terme un peu stupide, parce qu'elle n'est pas pré-romantique, ça veut rien dire pré-romantique, mais enfin c'est vrai qu'elle annonce des changements dans la manière de percevoir les rapports affectifs et les rapports au monde d'une manière générale, mais singulièrement les rapports affectifs, les rapports amoureux. Et ça, c'est une question qui est très présente dans les liaisons à travers certains personnages, notamment le chevalier Danceny, qui est un poète, qui est un homme extrêmement émouvant et émotif, qui est très amoureux de Cécile de Volanges, et qui va aussi, par son attitude, poser la question, alors beaucoup plus concrète, de la liberté dans l'amour et dans le choix du mariage, hein, le choix du partenaire. Ça, c'est un sujet très important qui est présent dans le roman. J'aborde évidemment tout à coup plusieurs sujets, mais c'est ça la richesse des liaisons, c'est que ce statut de roman par correspondance est un statut qui lui donne un côté complètement rhizomique, c'est-à-dire qu'il y a toute une série d'éléments qui se rejoignent, qui se séparent, qui se retrouvent, et donc il y a à travers les différents personnages des attitudes philosophiques qui sont évidemment complètement différentes. Il y a des attitudes qui touchent plus sur l'émotion, sur la passion, ce qu'on peut qualifier effectivement de faille dans le rationalisme militant de l'époque et qui annonce peut-être effectivement le mouvement romantique. Et puis il y a une pensée beaucoup plus pragmatique, stratégique, guerrière même, qui est celle de Madame de Merteuil. Et c'est là où il y a un parallèle à faire avec la pensée sadienne. Non pas que Merteuil soit forcément un personnage que Sade aurait pu inclure dans ses romans, quoique c'est intéressant d'imaginer Merteuil reprise éventuellement par le divin marquis. Non, mais il y a tout de même là des parallèles, c'est-à-dire une pensée stratégique pour une vision du monde où les êtres humains sont des machines. C'est aussi l'époque de la Métrie, hein, pour citer un autre grand penseur de l'époque. L'homme-machine, l'homme est une machine, et donc le rapport n'est plus du tout un rapport spirituel à l'homme. En tout cas, c'est ce que l'on peut voir dans l'attitude de Madame de Merteuil, qui veut arriver à ses fins et qui pour ça établit au fond des plans de bataille sans se soucier d'une morale. Mais chez Sade, on peut franchement parler d'usine de la mort, c'est presque des camps de concentration. Quand on voit ce que vivent toutes ces... Enfin non, ça dépend des romans de Sade, mais c'est vraiment des usines à douleur, hein, qui annoncent le totalitarisme, on peut bien le dire. Chez Sade, ce sont des hommes ou des femmes machines, et il y a un côté quand même très théâtral chez Sade. On change de décor, mais ce sont... en fait, ce sont toute une série de personnages qui interviennent, et puis, je ne sais plus dans lequel des romans de Sade, on a l'impression que toutes ces femmes sont interchangeables, ce ne sont que des objets,
véritablement, qui sont dans une... Tout être humain d'ailleurs. Hein. Tout être humain. Il limite pas ça au féminin. Non, mais c'est tout à fait vrai. Hein, mais ça serait un autre sujet. Oui. Mais pour parler justement d'une pensée qui est présente à l'époque et d'un débat qui est présent, je pense que chez Sade, il y a un athéisme radical. Hein, c'est-à-dire que quand Sade dit « si Dieu n'existe pas, la morale doit être mise en cause ». Alors c'est là où l'interrogation de Sade, même si on peut évidemment ne pas le suivre dans ses conclusions et certainement pas ses personnages, mais sa radicalité nous met devant la brutalité de ce monde sans Dieu. Que faire? Dostoïevski, grand chrétien, lui, au moment en tout cas où il est un militant de l'orthodoxie russe, dira la même chose. Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Sauf que lui, il le dit pour défendre le point de vue religieux et chrétien, en l'occurrence. Alors que chez Sade, il y a cette constatation, il radicalise au fond le propos des Lumières en disant ce n'est pas de l'agnosticisme, non, c'est un athéisme, et un athéisme, ce n'est pas seulement la remise en cause de la religion, mais de tout ce qui en découle, y compris la morale. Alors chez Laclos, on n'a pas... Mais on trouvait ça aussi chez Helvétius ou chez d'Holbach. Hein. Pas évidemment présenté à la manière et dans sa radicalité comme chez Sade, mais enfin... Dans leurs ouvrages de l'esprit, chez là, tout à fait, voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, Sade le dit et le revendique. Alors, pour revenir à Laclos et surtout Madame de Merteuil, justement, il y a pas cette radicalité-là. Mais il y a tout de même, et c'est pour ça que je faisais le parallèle quand je parlais de Merteuil, quand je parlais de Rousseau, je parlais de Danceny par exemple, ou même de l'attitude de Valmont et de Madame de Tourvel, qui sont finalement amoureux l'un de l'autre et qui sont obligés de se l'avouer. Et pour un libertin comme Valmont, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Par contre, Tourvel ne va pas se laisser avoir, si j'ose dire, par le sentimentalisme, ce qu'elle considère comme le sentimentalisme de la passion amoureuse. Elle va rester un être de raison, d'une raison qui doit aboutir à des buts très précis et qui ont un rapport avec le pouvoir. En sachant, et ça Laclos... ça c'est le mot qu'il fallait lâcher à un moment donné, et Laclos le pouvoir. Et ça, il y a une lecture féministe des liaisons qui n'est pas du tout une contre-vérité, ou qui n'est pas une lecture qui serait poussée, qui serait subjective. Je pense que c'est là, dans les textes, notamment il y a une lettre, la lettre 81, où Madame de Merteuil annonce complètement toutes les révoltes des femmes, parce qu'elle le dit à Valmont, même si je suis une aristocrate, c'est-à-dire si ma caste est une caste dominante, je suis néanmoins une femme à vos yeux, et je ne puis pas me permettre ce que vous vous permettez. Pas tellement au niveau de la liberté des mœurs, parce qu'il y a des grandes femmes libertines, et Merteuil en est une, mais c'est par rapport à l'échec. C'est-à-dire qu'un homme libertin appartenant à l'aristocratie peut finalement connaître des échecs et ne pas s'en trouver malheureux et ne pas en subir les conséquences. Marie, dans tous les sens du terme. Oui, c'est ça. Mais elle, en tant que femme, sait très bien qu'une femme n'a pas droit à cette erreur. Et elle explique alors comment, depuis sa jeunesse, elle s'est éduquée elle-même pour être inflexible, pour être tout le temps dans le mensonge stratégique. Elle explique par exemple qu'elle se faisait souffrir enfant et qu'elle maintenait un visage rayonnant. Hein, donc il y a des explications comme ça, très techniques, même presque de jeu théâtral justement, qu'elle assume complètement. Tout ça parce qu'il y a un pouvoir qu'elle n'a pas, parce que c'est une femme, toute aristocrate qu'elle est. Et donc, ça, c'est la grande revendication de Merteuil, c'est cette revendication du pouvoir, ou en tout cas d'un contre-pouvoir qui est déclamé sous une forme guerrière, comme je l'ai dit. J'allais dire militante, mais c'est beaucoup plus que ça, c'est guerrière. D'où la stratégie et d'où le côté inflexible de son action. Alors, je te propose d'entamer maintenant l'entretien dans ce qu'il a d'essentiel, c'est-à-dire la genèse de ton projet.
Alors, pourrais-tu nous expliquer comment cela s'est passé et d'où est issue cette collaboration avec Daniel Scaez? Oui, alors d'abord le projet du texte, il y a un projet du texte, il y a la pièce elle-même. Pour le texte, c'est un projet qui est né d'une volonté d'adapter un certain nombre ou d'œuvres romanesques ou de thématiques liées au libertinage du XVIIIe siècle. Et donc je me suis intéressé à quelques grandes figures, à Laclos, à Sade, à Casanova, à la figure de Don Juan, et également au rapport entre libertinage et Révolution française. Et donc est né de là le projet d'écrire 5 pièces de théâtre qui aillent de l'adaptation assez fidèle, c'est le travail des Liaisons dangereuses, jusqu'à une pièce complètement inventée, une pièce de théâtre qui devait clôturer cette série de 5 pièces. Le travail n'est pas achevé d'ailleurs, c'est un travail que j'ai arrêté un moment, que j'ai repris. Donc il y a un certain nombre de pièces qui sont achevées, et la pièce, donc Les Liaisons dangereuses, est le premier travail dans cette perspective d'écriture, donc de réaliser 5 pièces de théâtre liées au XVIIIe siècle et au thème du libertinage. Et quelles sont les autres alors? Alors il y a une autre pièce sur Casanova, il y a une pièce sur Sade qui est écrite, celle sur Casanova qui est en partie écrite. Il y a une pièce sur le thème de Don Juan, sur la figure de Don Juan, avec ses différentes interprétations au XVIIe et au XVIIIe siècle. Parce qu'il y en a eu depuis le XVIe. Ah, oui, il y en a eu énormément. Hein. Donc du XVIe jusqu'au XIXe encore. Eichendorff, le convive de marbre. C'est un thème vraiment... Il y a vraiment un travail là aussi sur la forme et sur les textes. Oui. Et puis alors il y a une pièce de théâtre qui est en partie écrite également sur... comme je te disais, les rapports entre la Révolution française et le libertinage. Mais ça, c'est un travail d'écriture, et là, on est lié à d'autres auteurs et à d'autres textes. Pour revenir aux liaisons, alors là, une fois que cette adaptation était réalisée, en fait, elle s'est faite dans le cadre d'un festival de théâtre étudiant qui avait lieu à l'ULB il y a pas mal d'années déjà, c'était en 97 si je ne me trompe, en 1997, et donc j'avais une troupe de théâtre universitaire dans laquelle j'étais assez actif, et il y avait également une autre troupe, donc j'étais assez actif dans le théâtre universitaire en général, et il y avait le Théâtre du Rêve, théâtre de l'ULB, qui cherchait un metteur en scène, adaptateur, pour justement réaliser un projet Liaisons dangereuses. Et donc, moi qui avais cette idée-là depuis longtemps, je dis, ben voilà, c'est l'occasion de ne pas rester uniquement dans le projet, mais de le réaliser. Et donc, on a fait au fond un premier travail dans le cadre du théâtre universitaire en 1997. Qui était une première version, une première adaptation des Liaisons dangereuses dont j'ai réalisé la mise en scène dans ce cadre de théâtre universitaire. Puis, quelques années après, j'ai retravaillé cette version parce que je trouvais qu'il fallait un peu la resserrer, il fallait l'améliorer tout simplement. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Daniel Scaez, parce que je faisais un travail de dramaturgie au théâtre de la Place des Martyrs, et Daniel Scaez me demandant quelles étaient mes activités du moment, je lui disais tiens, je retravaille une adaptation, et de fil en aiguille il m'a dit son désir de monter les Liaisons dangereuses, et qu'il serait intéressé par une adaptation qui puisse rester fidèle à l'aspect épistolaire. Et c'était le cas de cette adaptation déjà à l'origine, mais la nouvelle version était encore plus rigoureusement fidèle à l'aspect épistolaire. Et c'est là qu'est né le projet de monter cette pièce, remaniée, cette adaptation remaniée au Théâtre de la Place des Martyrs, dans une mise en scène de Daniel Scaez. Et quel était le contrat, je dirais, tacite entre vous? Quelles étaient les contraintes qu'il t'a éventuellement imposées, entre guillemets? Comment ça s'est passé à l'origine, tout ça?
Ce qui s'est passé, c'est que, comme je te dis, c'était d'abord un rêve que j'avais eu. Oui, mais concrètement, je veux dire, à partir du moment où vous vous êtes mis d'accord, oui. Ben lui, voilà, tu fais l'adaptation, lui va être le metteur en scène. Lui a fait la mise en scène et je pense qu'il a... Mais il ne t'a pas imposé des contraintes, ou inversement, c'est toi qui, par ton adaptation, lui a imposé des contraintes, parce que on ne peut pas supposer que, a priori, vos affinités électives soient telles que il y a eu une conjugaison de vos deux projets spontanément. Il y a eu quand même des petites discussions, j'imagine, en disant, je suppose, ou des grandes discussions. C'est ça qui m'intéresse. Mais l'idée, c'était surtout que la pièce soit fidèle au style épistolaire, parce qu'il y avait déjà eu des adaptations pour le théâtre, notamment une très célèbre de Christopher Hampton, qui a donné lieu aussi au scénario du célèbre film de Stephen Frears. Et donc, à l'origine, c'est une pièce de théâtre de Hampton. Mais là, Hampton ne joue pas ce jeu épistolaire, ce qui est tout à fait défendable, c'est-à-dire qu'il adapte ça pour le théâtre. Scaes voulait finalement qu'on garde l'ambiguïté même de la correspondance. Parce que ce qui est riche dans la correspondance, c'est que, par exemple, si Valmont parle de Danceny à Merteuil, évidemment, il va avoir son regard quand il va parler d'un événement, par exemple, que Danceny a vécu, eh bien, il aura le regard de Valmont et dit d'une certaine manière à Merteuil. Et si d'ailleurs il raconte la même histoire à quelqu'un d'autre, bien sûr, la version ne sera pas tout à fait la même. Donc cette ambiguïté de la lettre est difficilement traduisible en acte théâtral. C'est plus facile au cinéma parce qu'il y a la possibilité de la voix off notamment. Au théâtre, c'est très difficile, donc on peut opter pour une narration plus traditionnelle où au fond on se sert de l'histoire, ce que racontent les lettres, et on en fait une pièce de théâtre avec ses protagonistes et son enjeu. L'idée là, c'était de faire une vraie pièce de théâtre. S'il ne s'agissait pas de faire une lecture, évidemment, des lettres, il fallait qu'il y ait un jeu théâtral qui ait tout de même un minimum de mouvement, mais en restant fidèle aux lettres. Ça, c'était un peu la quadrature du cercle. Et effectivement, le rêve que j'avais au départ, qui avait pu se concrétiser dans un premier travail réalisé dans le cadre du théâtre étudiant, puis le fait que j'avais retravaillé ce texte justement dans une perspective encore plus rigoureuse de fidélité à l'aspect épistolaire, cela convenait tout à fait à Scaes, et c'est là où on s'est rencontrés dans le projet. Je voudrais maintenant, Marc, que tu nous expliques ton travail d'adaptateur dramaturge dans le cadre de cette pièce, tirée donc des Liaisons dangereuses. Oui, l'idée c'était de resserrer l'intrigue. Donc j'avais déjà opté pour, au fond, une sélection des personnages, si j'ose dire. Dans le roman, il y a des personnages principaux dont on a parlé, mais il y a énormément de personnages secondaires. Il y a même des personnages qui écrivent une lettre et pas plus. Donc, quand on fait une adaptation, comme je le disais, narrative, par exemple, ça se voit très bien dans les différentes adaptations cinématographiques, il y a un foisonnement de personnages. C'est tout à fait idéal pour un scénariste, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais je trouvais justement qu'il fallait resserrer j'ai parlé de machinerie tout à l'heure, justement cette machinerie à la fois tragique et guerrière, cette machinerie pour le pouvoir. Parce qu'on est dans une pièce qui parle de l'amour, mais on est surtout dans une pièce qui parle de pouvoir, éventuellement du pouvoir par l'amour. Et donc, j'ai restreint les personnages de la pièce à 5 figures, qui sont les figures les plus importantes. Il y a donc la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont, qui sont un peu les directeurs de l'opération, les généraux. Il y a les 2 petits jeunes, j'ose dire, les tourtereaux, les naïfs, ceux qui sont des personnages qui s'initient. Et là, il y a un parallèle
les romans libertins de l'époque et aussi les romans de Sade. C'est les jeunes gens qui vont être initiés aux choses de l'amour et aux choses du pouvoir, en l'occurrence. C'est le Chevalier d'Ancenis et c'est Cécile de Volanges. Et alors, au milieu de tout ce monde-là, il y a la figure solaire, mais fragile, de Madame de Tourvel, la présidente de Tourvel, et est un personnage déjà ambigu parce qu'elle appartient à la noblesse de robe. C'est une noble, mais de fraîche date. Elle appartient non pas à la vieille aristocratie qui prétend remonter aux croisades, sinon aux mérovingiens ou au-delà même. Tandis que Valmont et Merteuil, ce sont aussi. Il y a aussi ce rapport-là. Oui, oui. Je veux dire, ça fait partie de ces multiples lectures. On pourrait aussi creuser effectivement le rapport de classe, y compris au sein même de l'aristocratie, car ce sont tous des aristocrates, mais ils n'ont pas tout à fait le même statut. D'abord, ils n'ont pas le même titre, mais aussi le chevalier d'Ancenis, par exemple, il est chevalier. Bon, déjà, c'est un titre assez inférieur, mais c'est un chevalier de Malte. Donc c'est un ordre religieux, un ordre militaire religieux. Donc il y a un rapport avec la noblesse qui est tout à fait différent. C'est pour ça qu'il est perçu comme un presque rien par Madame de Volanges. Et quand il va avouer son amour pour la petite Cécile, la mère au début va rejeter cette possibilité parce que la petite Cécile doit épouser Gercourt, le comte de Gercourt, qui est l'ancien amant de Madame de Merteuil. En fait, le mécanisme diabolique de la pièce vient de là. C'est que Merteuil veut venger l'amant, son ancien amant, qu'il a quitté parce qu'il veut faire un mariage de raison, c'est le cas de le dire, d'alliance avec une toute jeune fille qui sort du couvent et qui s'appelle Cécile de Volanges. Se venger, donc. Pas venger. Qui ça? Tu as dit venger son ancien amant. Se venger. Elle veut se venger. Oui, tout à fait. Elle veut se venger parce qu'effectivement, elle se sent trahie par cet homme. Et donc, le début de l'histoire commence comme ça. C'est Valmont qui devra être celui qui va au fond faire que Cécile de Volanges arrive au mariage moins pur que le comte de Gercourt ne le suppose. La deuxième complication, je dirais, ou la complication du roman, c'est que dans un premier temps, Valmont ne s'intéresse pas du tout à cette possibilité que lui soumet Madame de Merteuil, c'est-à-dire de se venger de son ancien amant. Mais comment as-tu procédé alors dans ton travail, toi, d'adaptateur? Tu vas y arriver. Voilà. Je te laisse faire. Il y a cette idée-là donc de cette passion qui va naître entre Merteuil et Valmont. Effectivement, on peut se perdre dans ce labyrinthe des passions, du désir et du pouvoir, donc tu fais bien de me rappeler à l'ordre. Tout ça pour dire que rien qu'avec ces 5 personnages, il y a déjà de quoi faire une histoire très complexe. C'est ça. Même si on n'a pas compris tout ce qui précède, on aura au moins saisi cet aspect-là. Et donc, j'ai limité la distribution à ces 5 personnages. J'ai rajouté, malgré tout, le personnage de Baudelaire, c'est très étonnant peut-être, que vient faire Baudelaire là-dedans, mais que Baudelaire a laissé dans ses papiers qui ont été publiés après sa mort, des notes pour un essai qu'il voulait faire sur les liaisons dangereuses. Et je trouvais intéressant d'avoir le regard très, très acéré de Baudelaire et au fond aussi assez hystérique parce qu'il écrit ça à un moment de sa vie où il a un rapport très, très, très complexe aux femmes, à Dieu, au diable, enfin toutes des thématiques qu'on connaît bien et qui font partie de la mythologie baudelairienne. Et donc j'ai introduit un 6e personnage qui est une sorte de présentateur, commentateur et qui est Baudelaire lui-même. Et ça, c'était l'idée de départ. Et alors, le reste, c'est fidélité
pour parler du travail, fidélité au texte, c'est-à-dire... Et comment as-tu sélectionné aussi toutes ces lettres? Parce que bon, elle n'était pas possible. La pièce durait combien de temps? Une bonne heure. Une bonne heure, c'est ça. Je voulais pas que ça... Donc, tu as repris, bien entendu, la trame, mais ouais. là-dedans, tu as dû faire un choix, bien entendu. Alors, comment ce choix s'est-il opéré? Il fallait, justement, à partir du moment où je gardais 5 personnages, que l'histoire soit compréhensible, tout en restant complexe. C'est-à-dire qu'elle garde sa complexité, tout en étant en même temps compréhensible. Voilà, c'est ça, intelligible. Parce qu'effectivement, au théâtre, on ne peut pas revenir sur des textes précédents et essayer de se remémorer ce qui a été dit. Non, et tu n'as pas, comme dans les tragédies grecques, le chœur, le coryphée... Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, il y avait cette volonté de raconter l'histoire. Alors, ça se fait par une lecture assidue, par le fait d'éliminer des lettres. Donc, il fallait éliminer toutes les lettres qui me semblaient pas indispensables et garder un minimum de texte qui racontait l'histoire. Alors, en sachant qu'il y a au fond 2 grands types de lettres, il y a les lettres où celui qui écrit raconte une expérience qu'il a vécue, où il donne ses idées sur une question. Mais alors il y a aussi, et c'est notamment le cas souvent de Valmont, qui raconte une petite histoire dans laquelle il introduit des dialogues. Donc ces lettres dans lesquelles il y avait des dialogues, je pouvais m'en servir comme dialogue précisément, mais sans inventer un dialogue. Je les prenais tels qu'ils étaient, en tout cas dans la lettre. Authenticité. Et donc l'idée au fond de départ, qui à la fois peut sembler... ça peut sembler plus facile, mais c'était ça la grande difficulté, c'était de parvenir à rendre cohérente une histoire extrêmement complexe, d'un roman qui est quand même volumineux, dans lequel il y a pas mal de personnages, donc de le réduire à 5 personnages, de raconter l'histoire dans sa complexité, mais en restant fidèle au texte. C'est le mot-clé, si je comprends bien, de ton adaptation, c'est la fidélité. Voilà, c'était un peu ma contrainte de départ, et c'est cette contrainte a rencontré le désir de Scaës, qui lui justement voulait une adaptation des liaisons qui n'aille pas dans une théâtralité qui abandonne la complexité épistolaire, mais qui au contraire puisse en rendre compte. Et c'est ça qui était difficile, mais ça a été l'enjeu, au point que je me suis fait un devoir de ne rien rajouter, sinon, je dois préciser quelques charnières, parce que parfois, pour qu'un dialogue fonctionne, encore une fois, je rappelle qu'il ne s'agissait pas de faire une adaptation pour une lecture publique, il s'agissait de faire une pièce de théâtre, c'est-à-dire avec de l'action, avec du mouvement, avec des personnages qui s'interpellent. Donc, ce que je devais absolument faire, c'était montrer justement cette dynamique qui est très importante, parce qu'il y a une énergie dans la pièce qui est fondamentale, mais de rester absolument fidèle au texte, au point que lorsque je devais rajouter un mot, parce qu'effectivement, parfois, quand on passe d'une lettre à un texte qui va être dit par un acteur ou une actrice, évidemment, il faut faire un petit changement. Mais dans ce cas, c'était vraiment le moins possible, et c'était toujours contrôlé, c'est-à-dire en respectant le style du personnage de Laclos, et évidemment en contrôlant bien que le mot ou l'expression soit une expression du XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'il fallait éviter évidemment tout anachronisme de langage et faire en sorte que moi je comparais ça à un travail de marqueterie. C'est-à-dire qu'il fallait faire en sorte que les différents morceaux soient les uns à côté des autres, et quand il y avait une petite jointure qui était indispensable, il fallait vraiment que ça passe inaperçu dans l'ensemble du travail. Et les autres petites modifications qu'il y a parfois eues, c'était des modifications dues au fait qu'au théâtre, on ne peut pas
enfin, si on peut le faire, mais alors ça doit être volontaire, et ici ce n'était pas le cas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas créer une sorte de doute et de mystère qui laisse le spectateur dans l'inconnu, et que tout à coup il perde le fil de la pièce. Je veux dire, il y a des pièces où c'est l'enjeu, justement, on peut jouer sur la non-compréhension, le non-sens, mais ici ce n'était pas du tout le cas. Il fallait justement, pour cette pièce, je le répète, très complexe, trouver une ligne de conduite que le spectateur puisse suivre allègrement. Et donc pour cela, il ne fallait pas qu'il bute sur certaines expressions du XVIIIe siècle qui, aujourd'hui, ne veulent plus rien dire. C'est-à-dire, donc, je n'ai pas changé les tournures de phrases, qui sont parfois très complexes aussi. Le thème est complexe, mais le style est aussi complexe. Mais ça, je trouve que ça faisait partie de la personnalité. C'est un style admirable. Voilà. Hein. Quand on lit ça, on se sent tout petit. Ah, c'est évidemment, petit, hein. on touche au sommet de ce que la langue française a produit au niveau de la qualité, même si après, on peut aimer d'autres formes que la langue va prendre, hein, ou qu'elle avait auparavant. Je veux dire, j'aime aussi beaucoup Rabelais. Hein, donc il y a un français plus proche de l'oralité, plus proche ou des archaïsmes ou des néologismes, que sais-je. Enfin, un français différent de ce français classique, mais il est évident que là, on a une pureté de langue qui est assez phénoménale. Moi, je me souviens j'avais eu un jour une discussion avec Paul Aron, qui est professeur de littérature belge d'expression française à l'Université de Bruxelles, qui m'a dit, mais il y a plus de 20 ans de cela, que quand il lisait les auteurs du XVIIIe siècle, il se sentait castré. Tellement ils écrivaient bien qu'il se sentait tout petit, quoi, parce qu'il dit c'est pas possible d'écrire avec avec autant de fluidité, de beauté. Et quand on a des acteurs et des actrices qui parviennent à dire, alors c'est ça, c'est extraordinaire. Et c'est là où on voit que le texte de Laclos. Tu parlais de Marivaux et de Beaumarchais, qui sont des auteurs qui parviennent à rendre cette langue dans la voix elle-même. Mais Laclos, au départ, c'est un texte fait pour être lu en silence. Or là, on voyait évidemment que il y avait une théâtralité du style. Oui. Autant, je l'ai dit, la transcription pour le théâtre n'est pas évidente. Elle est plus simple. Non. Toute proportion gardée, mais pour le cinéma, mais pour le théâtre. Mais par contre, la langue parlée de Laclos convient admirablement bien pour les acteurs. Je voulais simplement dire qu'aussi, quand je parlais, pour être complet sur les modifications, les rares modifications que j'ai pu faire, c'est donc quand il y a des expressions qu'aujourd'hui le spectateur ne comprend pas. Dans un roman, il faudrait surtout pas les changer. Éventuellement, on fait une note en bas de page pour que le lecteur comprenne. Il faudrait surtout pas modifier ça. Mais moi, c'est assez drôle. D'ailleurs, à un moment donné, Merteuil dit à Valmont, mais enfin, Danceny, il n'arrivera à rien. À force de faire l'amour, ce garçon n'arrivera à rien. Parce qu'à l'époque, faire l'amour, ça veut dire faire sa cour. Oui, tout à fait. Et là, évidemment, j'ai changé. J'ai mis, à force de faire sa cour, à force de faire la cour, il n'arrivera à rien. Comme la notion d'amant, d'ailleurs, un amant, c'est pas celui avec lequel on fait l'amour, c'est celui qui est amoureux de vous. Tout à fait. Et donc là, il y a des petits changements, parce que sinon, on arrive à des situations comiques ou absurdes. Je me souviens d'une situation complètement absurde. Moi, je connais qu'un petit peu la langue du XVIIe siècle, et c'était, je crois, dans Le Misanthrope que j'avais vu dans une représentation, mais il y a de ça plus de 30 ans, à la comédie Claude Voltaire. Et à un moment donné, il y a le Misanthrope qui sort une expression, évidemment. Tout le monde a rigolé, mais à contresens. Il dit à un moment donné, n'allez plus dans mon cabinet. Ah oui. Alors évidemment, le cabinet, on sait ce que c'est. Nous, enfin, quand on connaît un petit peu la langue du XVIIe siècle, mais tout le monde a compris qu'il s'agissait des WC, des toilettes. Bien sûr. Et donc tout le monde s'est mis à rigoler, mais à contresens, parce que c'était inaudible, évidemment, pour le public. C'est ça, les exemples. Voilà, je donne un exemple très concret. Alors, tu es très prolixe, et c'est logique que ça te rappelle de bons souvenirs. Il y a un travail dans lequel tu t'es beaucoup investi. Mais j'aimerais bien que tu nous lises, si tu l'as avec toi, et tu l'as certainement, je suppose, que tu nous lises la lettre 80, où il est question du passé de la marquise de Merteuil.
Oui. J'imagine que Ben, tu as le document, parce que j'ai pris je crois que cette l'adaptation. lettre 81... Oui, c'est la lettre numéro 81. Je l'ai reprise en partie dans l'adaptation, Eh mais, bien, mais je vais lire ici le texte original. Le texte original. Hein. D'ailleurs, comme je l'ai dit, le changement voilà. était Et tu vas nous minime. expliquer aussi pourquoi cette lettre te semble oui, soit c'est une très longue lettre. Emblématique ou... Ouais. C'est une très longue lettre, donc je vais la lire. Je vais en lire un fragment. Voilà, vas-y. Je ne vais pas commencer par le tout début, mais à un moment donné, elle s'adresse aux femmes. Et voici ce qu'elle dit, la marquise de Merteuil. Tremblez surtout pour ces femmes actives dans leur oisiveté, que vous nommez sensibles, et dont l'amour s'empare si facilement et avec tant de puissance, qui sentent le besoin de s'en occuper encore, même lorsqu'elles n'en jouissent pas, et s'abandonnant sans réserve à la fermentation de leurs idées, enfantent par elles ces lettres si douces, mais si dangereuses à écrire, et ne craignent pas de confier des preuves de leur faiblesse à l'objet qui les cause. Imprudentes, qui dans leur amant actuel ne savent pas voir leur ennemi futur. Mais moi, qu'ai-je de commun avec ces femmes inconsidérées? Quand m'avez-vous vu m'écarter des règles que je me suis prescrites et manquer à mes principes? Je dis mes principes et je le dis à dessein, car ils ne sont pas comme ceux des autres femmes, donnés au hasard, reçus sans examen et suivis par habitude. Ils sont le fruit de mes profondes réflexions. Je les ai créés, et je puis dire que je suis mon ouvrage. Entré dans le monde, dans le temps où, fille encore, j'étais voué par état au silence et à l'inaction, j'ai su en profiter pour observer et réfléchir, tandis qu'on me croyait étourdie ou distraite, écoutant peu à la vérité les discours qu'on s'empressait à me tenir, je recueillais avec soin ceux qu'on cherchait à me cacher. Cette utile curiosité, en servant à m'instruire, m'apprit encore à dissimuler. Forcé souvent de cacher les objets de mon attention aux yeux de ceux qui m'entouraient, j'essayais de guider les miens à mon gré. J'obtins dès lors de prendre à volonté ce regard distrait que vous avez loué si souvent. Encouragé par ce premier succès, je tâchais de régler de même les divers mouvements de ma figure. Ressentais-je quelque chagrin? Je m'étudiais à prendre l'air de la sérénité, même celui de la joie. J'ai porté le zèle jusqu'à me causer des douleurs volontaires pour chercher pendant ce temps l'expression du plaisir. Je me suis travaillé avec le même soin et plus de peine pour réprimer les symptômes d'une joie inattendue. C'est ainsi que j'ai su prendre sur ma physionomie cette puissance dont je vous ai vu quelquefois si étonné. Voilà, cette lettre continue et elle raconte sa vie et comment elle est devenue cette femme manipulatrice et en même temps fascinante. Je voudrais maintenant t'interroger sur la mise en scène elle-même, même si ça n'a pas été ton travail, ça a été le travail de Scaez. Mais comment ça s'est passé alors, une fois que toi tu viens avec ton adaptation, voilà, et alors lui il doit en faire quelque chose, il doit mettre tout ça en œuvre. Comment ça s'est passé? Il faut se reporter à plus de 5 ans, donc c'est un peu... C'est pas dans le brouillard, mais je vais essayer d'être le plus clair possible, parce qu'en même temps c'est intéressant pour voir comment fonctionne une mise en scène d'une adaptation d'un roman comme celui-là. D'abord, il y a des discussions entre l'adaptateur et le metteur en scène, et notamment très vite on a compris qu'il fallait presque faire une adaptation pour l'adaptation. Moi, c'est pour ça que je parlais quand tu disais projet. Il y a le projet d'écriture, c'est une chose, et puis il y a le travail théâtral. Et moi, je suis quelqu'un qui considère qu'au théâtre, il faut
pouvoir retravailler complètement un texte, surtout si c'est un texte d'adaptation et surtout si l'auteur est présent et qu'il peut lui-même bricoler au sens le plus positif du terme quelque chose d'efficace pour la scène, hein, parce que une chose est le texte écrit, une chose est le texte joué, et le théâtre est avant tout du jeu, hein, c'est une action, il faut jamais l'oublier. Donc il y a un texte qui est le texte, je dirais entre guillemets officiel, hein, ou même sans guillemets, qui est celui qui a été publié d'ailleurs même au moment de la première représentation, mais ce texte-là n'est pas le texte qui a été joué. C'est-à-dire le texte qui a été joué, c'est un texte que j'ai encore remanié pour une série de problèmes concrets, notamment, il y en a un assez évident, c'est que le personnage de Baudelaire que j'avais imaginé, Scaez n'avait pas envie de le mettre sur le plateau, et parce que justement il y avait tout un dispositif qui était imaginé, et donc ce personnage n'existe pas n'a pas existé dans la représentation qu'il y a eu au Théâtre de la Place des Martyrs. C'est-à-dire que le texte de Baudelaire a été repris en partie par le personnage de Danceny, et notamment par un travail de mise en scène où, au fond, avant que les acteurs n'interprètent les personnages proprement dit, il y avait une sorte de moment où on était entre l'acteur se préparant à rentrer en scène et l'acteur jouant le rôle proprement dit. Et notamment, le personnage de Danceny reprenait une partie des formulations baudelairiennes. Ça nous mènerait à des détails très techniques, parce que c'est tout un travail de présentation, mais donc il y avait déjà un accord pour modifier même un des personnages et pour modifier en partie le texte. À partir de là, on a travaillé avec les acteurs et les actrices comme on peut le faire dans une sorte de préparation à une dramaturgie. Je ne peux pas dire qu'il y a vraiment eu que j'ai fait un travail de dramaturgie, mais j'ai pu, lors de quelques réunions, défendre un peu le projet, répondre à quelques questions. À partir de ce moment-là, tout le travail est celui du metteur en scène, du scénographe, des techniciens, évidemment des acteurs et des actrices. Et là, je n'ai plus rien vu jusqu'à la générale. Et c'est très bien comme ça. On peut faire d'autres. Pourrais-tu nous dire un petit mot, même si ça n'a pas été, comment dirais-je, ton œuvre, nous dire un petit peu comment l'espace scénique était organisé? Ouais, c'était très intéressant ce que Scaez avait fait. C'était dans la petite salle, donc au théâtre de la Place des Martyrs. Il y a la grande salle, il y a la petite salle. Alors la petite salle permettait d'avoir un public qui était au fond intégré dans le spectacle, à savoir que il y avait au fond, difficile de dire ça sans schéma, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. Il y avait des spectateurs dans toute la salle, et cette salle était séparée par deux lignes qui formaient une sorte de croix. D'ailleurs, certains y ont vu des symboles religieux ou autres, ce que Scaez a tout à fait démenti et qui n'était pas dans le projet. Une sorte de croix grecque, alors Non, c'était une. Donc, quand je parle des spectateurs, donc ils n'étaient pas. On n'est pas du tout dans un théâtre. Voilà, on n'était pas dans un théâtre à l'italienne. Les acteurs sont au milieu. Il y avait, au fond, au milieu, il y avait les acteurs. Un endroit de jeu, mais également, ce centre était relié par 4 allées, si on veut. Il y a 2 allées principales qui formaient la croix, ou si on veut 4 allées, si on sépare chaque ligne. Il y avait 4 quartiers, en fait. Voilà. Et dans chaque quartier, il y avait son lot de spectateurs. Je crois qu'il y avait une centaine de spectateurs, donc au total, un quart par partie, comme ça. Voilà, et ce qui était intéressant, c'est que certains se trouvaient donc plutôt du côté de Valmont, ou de Merteuil, ou de Danceny, ou de Volanges. C'est-à-dire que chaque, je dirais, aboutissement d'allée, je ne sais pas si je suis clair, mais donc chacune de ces 4 allées aboutissait à une sorte de petit territoire, minuscule, hein, mais qui était le territoire d'un des 4 personnages principaux. Et le 5e, c'était Tourvel. Et justement, Tourvel, elle était au milieu. Ah, voilà. Elle était au milieu, et elle était l'enjeu. À la croisée du transept, mais si je puis dire. Oui, c'est ça, parce que elle est l'enjeu à la fois de la passion de Valmont, mais aussi de la haine de Merteuil. Et c'est quelqu'un qui
qui est au fond un peu dans le rôle du personnage sacrifié, même si c'est plus complexe que ça. Mais enfin, pour aller vite, c'était presque logique qu'elle n'ait pas une place forteresse. Au fond, les 4 autres avaient une forteresse, une petite forteresse qui était ce lieu où ils se trouvaient à l'origine de l'allée. Et chacun pouvaient remonter cette allée, ou plutôt descendre et remonter, selon la position qu'ils avaient, cette allée, pour se retrouver soit au milieu, soit dans une autre allée. Donc c'était une pièce où il y avait une véritable mobilité, mais on voit qu'elle était en même temps symbolique. Scaez avait aussi veillé à ce que les acteurs, à certains moments, soient en train d'écrire. C'est-à-dire que c'était pas à chaque fois, il n'y avait pas un mime d'écriture, parce que ça aurait été ridicule, mais on voyait que les protagonistes étaient des gens qui écrivaient. Mmh. Et donc il y avait une partie orale, il y avait une action, mais en même temps l'écriture épistolaire restait signifiée dans la pièce elle-même, dans l'action elle-même. Alors cette pièce est donc ton adaptation, puisque tu étais un des collaborateurs majeurs de cette représentation, en tout cas de la conception de cette représentation, a eu beaucoup d'échos et, comment dirais-je, il y a eu une 50aine de représentations. Ça s'est étalé sur combien de mois, au fond? C'était de janvier à mars de 2006. 2006, c'est ça. Et on a même fonctionné à guichet fermé. Voilà, et on aurait pu jouer encore très longtemps. C'était vraiment... Bon, c'était la clos qui attirait, parce que c'est une pièce qui a trouvé un vaste public, notamment, je pense, parce qu'il y a les films, une série d'adaptations qui ont popularisé, notamment Stephen Frears, qui ont popularisé cette thématique, aussi parce que c'est un roman dont on parle à nouveau dans les écoles. J'ai entendu quand même pas mal d'élèves qui au moins en avaient entendu parler. Parce que ça ne doit pas être facile. Et non, mais ne fût-ce qu'au point de vue de la langue, indépendamment du dispositif. Tout à fait. Donc je crois qu'il y avait une curiosité épistolaire, mais voilà, je veux dire, parce que quand on voit quand même, il y a de plus en plus une distance entre la langue écrite savante et d'autre part le langage quotidien chez les jeunes. Mais comme je te l'ai dit, ça fonctionnait bien, et notamment dans l'oralité. Je pense que beaucoup de gens, qu'ils soient jeunes ou non d'ailleurs... on est vraiment pris par ce roman, parce que quand on est dedans, on va jusqu'au bout. Et l'oralité était plutôt une voie d'accès vers la compréhension de cette langue plutôt que le contraire, ce qui n'était pas gagné d'avance. Je suis tout à fait d'accord. On pouvait se dire, tiens, ça sera difficile à comprendre comme ça dans l'immédiateté. Or, au contraire, il y a la musicalité du texte qui fait que, avec le jeu évidemment des acteurs. Est-ce que tu as une petite idée du type de public qui est venu? Est-ce qu'il y avait quand même des jeunes, justement? Bon, c'est pas ton job, je veux dire. Toi, t'avais fait ton boulot. Voilà, et toi, je suis pas venu tous les jours. Non, bien entendu, mais est-ce que tu as eu une petite idée a posteriori du type de public? Est-ce qu'il y avait des jeunes? Est-ce que c'était c'était pas seulement des seniors, parce qu'il y a parfois des évidemment il y a des ah non, pas du tout. C'était quel type de public? Justement, c'était un public composé en grande partie de jeunes. Et quand tu dis jeunes, il y avait notamment un public scolaire. Ça, il était bien entendu. Heureusement pour les acteurs, parce que parfois les publics scolaires sont difficiles. Ce n'était pas des publics uniquement scolaires. Il y avait des élèves, il y avait des adolescents, mais qui étaient des jeunes qui étaient justement dans ce dispositif scénique au milieu d'autres spectateurs, et donc il n'y avait pas ce côté style matinée scolaire qui est parfois un peu pénible. Non, mais par contre, il y avait effectivement un grand pourcentage de jeunes. Quand je dis des jeunes, c'est aussi bien des adolescents qui venaient là, pour beaucoup sans doute emmenés par leurs professeurs, mais pas uniquement, aussi un public familial, donc où il y avait la grand-mère, la mère et la fille, si j'ose dire. À l'époque, a-t-on prévu, je dirais, des séances de type un petit peu pédagogique, où il y a une possibilité de rencontre entre le metteur en scène, les acteurs, et justement un public d'élèves? Ça se fait de temps en temps, et c'est pas inintéressant. Non, mais il y avait une animation qui avait été faite. Avec l'adaptateur. Et aussi avec mon ancien professeur de l'ULB, qui est Raymond Trousson, et qui s'était retrouvé avec Scaez et moi à parler du libertinage du XVIIIe siècle et des liaisons dangereuses.
Donc il y avait effectivement des activités. J'avais aussi parlé à Saint-Gilles, commune que tu connais bien, à la bibliothèque. J'avais fait une petite conférence animation sur la clos et les liaisons dangereuses à l'époque. Donc il y avait autour de la pièce un certain nombre de discussions, d'animations, de rencontres, et qui confortait mon idée que c'est une pièce qui peut s'adresser à un jeune public qui, évidemment, au départ, ne reçoit pas cette langue comme une langue habituelle, mais qui est tout à fait prêt à la saisir. Et au fond, est-ce que Raymond Trousson ou toi-même, est-ce que vous avez fait cette distinction que l'on fait parfois entre libertinage et libertinisme, parce qu'effectivement, les libertins au sens du XVIIe siècle, ce sont souvent des libres penseurs, style Cyrano de Bergerac, Saint-Évremont ou d'autres, et d'autre part, donc ceux qui appartiennent au mouvement du libertinisme. Et alors, il y a d'autre part les libertins qui appartiennent au libertinage, qui rassemblent parfois les deux. Ce sont les libertins au niveau des mœurs, mais qui sont en même temps des libertins au sens philosophique du terme. Est-ce que cette distinction est faite, ou vous la trouviez, la trouve éventuellement byzantine? Non, elle n'est pas byzantine, elle est même classique, peut-être même un peu trop classique, parce que les choses sont souvent plus complexes et que c'est difficile de dire qu'il y a à la fois le libertinage érudit et le libertinage des mœurs. Oui, ici j'ai bien dit que il y a les deux. Hein. J'ai bien dit que la libertinage érudit, et puis il y a ceux qui rassemblent, qui sont en même temps des libertins au double sens du mot. Maintenant, la question que posent les liaisons est celle plutôt du libertinage de mœurs, malgré tout, même si on sent qu'il y a un libertinage intellectuel qui a déjà fait son travail de sape. Donc de la libre pensée. De la libre pensée. C'est ça. Et ce qui est intéressant d'analyser dans les liaisons dangereuses, c'est que ça part d'un passé où la libre pensée, ce qu'on appelle aujourd'hui la libre pensée, ou ce que j'appelle le libertinage intellectuel, ce qu'on appelle parfois le libertinage érudit, a déjà fait un travail de sape qui, à la limite, qui ne suscite même plus de débat chez certains des protagonistes. Eux, ils sont dans une sorte d'évidence immanente de la liberté du corps, mais avec toute. Mais Laclos lui-même est athée, au fond. Il est qui était athée à ce moment-là. Il y en a qui l'affirment, Dolbach et Helvétius, c'est clair, ils sont du matérialisme athée. On n'est plus au XVIIe siècle, on est dans la deuxième moitié du XVIIIe, quand même. Les personnages de Laclos n'abordent pas trop cette question, sauf qu'il y a un fond religieux qui est toujours présent, notamment à travers le personnage de Madame de Tourvel. Donc on est vraiment dans un rapport plutôt entre la morale et ce qui reste de la religion. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce qu'annoncent surtout les liaisons, c'est ça qui va être l'enjeu des années futures, c'est le lien entre le libertinage et la liberté politique, parce qu'au fond, on est déjà dans une critique du libertinage comme étant un symptôme d'un régime qui est en train de s'effondrer. Et donc il y a une grande ambiguïté entre les personnages. C'est le cas de Beaumarchais, hein. Oui, mais pour revenir à Laclos, parce que si on repart pour Beaumarchais, on est reparti pour la gloire. Et donc pour revenir à nos personnages, c'est-à-dire qu'il y a encore un rapport avec un passé de cette lutte entre libertinage intellectuel et religion, présence encore sous-jacente de la religion pour certains personnages, et en même temps l'annonce déjà au fond du libertinage de mœurs comme étant dépassé par quelque chose de plus fondamental qui est l'enjeu politique. Voilà, nous arrivons à la fin de cet exposé. Et je propose de le terminer comme l'accoutumée, après bien entendu avoir remercié Marc Kloukist. Il faudrait peut-être préciser, y a-t-il encore moyen de se procurer le livre de ton adaptation? Il a été publié par le Théâtre des Martyrs lui-même, de la Place des Martyrs? C'était aux éditions Le Cri, les éditions Le Cri. Édition Le Cri. Les éditions Le Cri
publié en fait une sorte de présentation. Donc de la c'est sans doute épuisé. Donc voilà, peut-être qu'au Théâtre des Martyrs il y a encore quelques archives ou quelques exemplaires. Sinon il faut aller à la Bibliothèque royale peut-être. Ah oui, là il y en a au moins un exemplaire au dépôt légal. Oui. Voilà, qui se trouve dans le circuit, je dirais. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Donc je terminerai comme à l'accoutumée par le monde est plongé dans les ténèbres. Dans la nuit, les chats noirs hantent la ville. Même dans les ténèbres,